Nous sommes le samedi 8 mai de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique apporte de l'eau au moulin du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au sujet des munitions découvertes à Banté au Bénin et récemment au Togo. Face aux journalistes ce samedi matin, Sakalafia a apporté d'autres éléments de clarification qui confirment la thèse de menace et de déstabilisation du pays envisagée par certains individus. Vous l'écouterez dans ce journal. À la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, le gouvernail change de main. Les destinées de la maison sont maintenant confiées à Clément et à Donta. L'homme succède à Victorien Huelanou qui aura fait 10 années à la tête de l'institution. La cérémonie de passation de témoins a eu lieu hier vendredi à Cotonou. Nous dirons Ali Moumouni et Eder Mbevi. Et puis en fin de journal, nous vous emmènerons dans l'univers de la religion musulmane pour vous parler de l'une des prescriptions des Saintes Écritures et bien sûr au cours du mois sacré du Ramadan. Il s'agit de la zakat. Il s'agit bien sûr d'une zakat particulière dénommée la zakat al-Fitr. Et pour nous autres profanes, c'est l'aumône de la rupture particulière que les musulmans versent avant la fin du mois du Ramadan. Alors, qui peut verser la zakat al-Fitr, à qui la verser et comment cela se fait? Les réponses, vous les aurez dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une session que nous allons commencer avec l'actualité des cartouches découverte la semaine dernière à Banté. À celle-ci, une autre cargaison découverte cette semaine au Togo et dans le rang des présumés trafiquants. Il y a des Béninois. Du coup, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'invite au débat de cette actualité. Sakalafia était face aux journalistes ce samedi matin pour apporter des éléments de clarification sur le dossier. Selon lui, la thèse de menace et de déstabilisation du pays envisagée par certains individus se confirme. Nous vous proposons ici un extrait de la déclaration du ministre Sakalafia. Suivez. Le vendredi 30 avril 2021, la police républicaine a, au détour d'un accident mortel de la circulation survenu vers 5 h du matin, à hauteur du village Agbon, arrondissement d'Atokoligbe, commune de Banté, mis la main sur une grosse cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 mm. Tous les recoupements faits indiquent que la dite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d'Akwasi dans la même commune. Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces tenants et aboutissants. C'est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné. Le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1 h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos deux pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics
lancée par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves, enregistrés dans les communes de Savet, Bantais et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'était Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On va enchaîner avec une solennité. Il s'agit de la cérémonie de prestation de serment du président de la Cour des comptes, nommé en Conseil des ministres. La magistrate Ismat Bio-Tchane a fait cet exercice constitutionnel hier vendredi devant le chef de l'État. Et au terme de cette cérémonie, elle s'est confiée à la presse. Suivez. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Et je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Et une Cour des comptes à la tête de laquelle il y a une femme. Alors, aujourd'hui, les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Ma prestation de serment ce jour va me lancer dans ce défi de bâtir une institution performante, indépendante et moderne. Je vais me baser sur les acquis de l'ancienne Chambre des comptes et avec mes collaborateurs, on va se mettre au travail. Et je voudrais, en marge de ce que je dis, dire que je ne vais pas négliger l'approche genre dans tout le processus. Voilà, Ismat Bio-Tchane est présidente, bien sûr, de la Cour des comptes. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, responsables à divers niveaux et personnels font le point des activités menées jusqu'à ce jour afin d'améliorer leur performance. C'est à la faveur de la traditionnelle revue trimestrielle du plan de travail annuel. Et l'exercice a été fait hier vendredi à Cotonou, sous les yeux du ministre Alassane Seydou en personne. On va faire le point avec Ali Moumouni et Elvis Tonoukoy. Après une période d'exécution de son plan de travail annuel au titre de l'année 2021, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale passe en revue ses activités des 3 premiers mois. La démarche est une tradition dans l'administration publique et une exigence de la réforme budgétaire mise en œuvre au Bénin depuis quelques années. Ce serait encore une occasion pour les différents acteurs que vous êtes d'apprécier dans cette salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le chemin parcouru depuis le début de l'année afin de juger de la pertinence et de l'efficacité des activités menées par les structures sous tutelle tout au long du premier trimestre de l'année 2021. Il sera donc question au cours de cette rencontre d'apprécier par rapport à nos prévisions les activités menées à fin mars 2021, de ressortir les écarts éventuels, d'identifier et d'apprécier les difficultés rencontrées et d'arrêter ensemble les voies et moyens indispensables pour l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel. S'inscrivant dans la logique de la planification opérationnelle des activités, le ministre de la décentralisation entend, avec son équipe, accomplir la mission qui leur est confiée, laquelle mission consiste à la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation et de la gouvernance locale. De manière générale, les résultats obtenus ne sont pas assez satisfaisants. Je voudrais saisir l'occasion pour instruire tous les responsables de structures et le comité de validation des TDR
et des fiches de financement, d'accélérer les procédures pour permettre aux structures de mettre en œuvre les activités programmées afin d'améliorer la performance du ministère au second trimestre. C'est la première revue trimestrielle du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour le compte de l'année 2021. Et l'amélioration de ces performances contribuera à offrir aux populations de meilleures conditions de vie et de travail à travers le renforcement des services sociaux de base et le développement équilibré et durable de l'espace national. Parlons économie avec le Bénin qui poursuit ses efforts pour l'amélioration du climat des affaires. Et ceci à travers des réformes. Et au nombre de celles-ci, les réformes dans le foncier qui étaient cette semaine au cœur de la traditionnelle soirée After Work qu'organise le ministère de l'économie et des finances. Au centre des débats, une interrogation: comment faire pour garantir la sécurité foncière aux investisseurs et autres acteurs de l'économie? La réponse, c'est à travers ce compte rendu signé Clément Achadé et Elvis Tonoukwa. La bonne gestion du foncier au Bénin depuis quelques années impacte le climat des affaires grâce aux réformes entreprises. Et ce jeudi, la Direction générale de l'Agence nationale du domaine et du foncier et le ministère de l'économie et des finances sont venus annoncer les grandes avancées aux huissiers, notaires, maires et les chefs d'entreprise. Dans un premier temps, le directeur général de l'ANDF, principal orateur de cet afterwork, a présenté les différentes plateformes ayant conduit à la dématérialisation de la gestion du foncier au Bénin. Un processus rendu possible par l'informatisation de la gestion foncière et domaniale. Le développement ne se fait pas en apesanteur dans l'espace. Le développement se fait bien entendu sur la terre, d'où l'importance du foncier et des enjeux que cela recèle. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon s'est attelé à mettre en œuvre des réformes audacieuses. Ces réformes audacieuses nous permettent aujourd'hui d'aller vers la dématérialisation du dispositif technique de gestion foncière. Et on aura compris que le Bénin s'est résolument engagé sur la voie de modernisation de l'administration foncière. Ce n'est pas une chose aisée, mais avec la détermination et la volonté du gouvernement de doter notre pays des outils modernes, nous y sommes presque. Au titre des réformes qui rassurent les investisseurs étrangers, les professionnels du foncier et les opérateurs économiques locaux, figure la numérisation du registre foncier du Bénin, la plateforme e-notaire qui facilite désormais le transfert de propriété et la digitalisation des états descriptifs. À cela s'ajoute la transparence de la nomenclature des coûts et des prestations de l'ANDF, sans oublier la gratuité de l'enregistrement des actes de propriété de valeur inférieure à 50 millions de francs CFA pour les sociétés commerciales, mais aussi la mise en œuvre du cadastre national. Le gouvernement a rendu gratuit les frais d'enregistrement pour les actes de propriété dont la valeur est inférieure à 50 millions pour les sociétés commerciales et industrielles. Parce que le gouvernement sait que la terre est une ressource de production pour les entreprises. Avec les facilités qui sont offertes aujourd'hui pour saisir la commission de gestion des plaintes et avoir une réponse aussi rapide que cela puisse être. En retour, les souhaits, les préoccupations que vous avez émises en ce qui concerne la première immatriculation ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Ce sera reversé au gouvernement, notamment Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Avec ces réformes de gestion du foncier et des domaines, le gouvernement engage le Bénin sur la voie de la modernisation de l'administration foncière. Le ministre de l'Économie et des Finances joue déjà sa partition en ce qui concerne les moyens adéquats afin d'atteindre les objectifs. À la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, le gouvernement change de main. Les destinées de la maison sont confiées désormais à Clément Yadonta. L'homme succède à Victorin Huedanou, qui aura fait 10 ans à la tête de l'institution. La cérémonie de passation de témoins a eu lieu hier vendredi à Cotonou. Compte rendu, Ali Moumouni et Eder Moupevi. 10 ans d'exercice à la tête de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM, et Victorin Kodjo Huedanou passe la main à Clément Yadonta. Ma mission,
s'achève aujourd'hui même. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 30 ans de service, le désormais ancien directeur général de la FESECAM Bénin reçoit de belles hommages de ses collaborateurs. Cette soirée solennelle est organisée pour la circonstance. Elle réunit tous les partenaires sociaux, techniques et financiers de l'institution autour de l'homme qui a redonné le souffle à l'institution. Le conseil d'administration de la FESECAM Bénin a voulu, contrairement à la tradition, vous convier à célébrer un homme et non sa mémoire. L'homme, Victorin Kodjo-Kouédanou, pour ne pas le nommer, a su conduire dans la sérénité, non pas sans difficulté, des réformes qui ont prouvé leur efficacité. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Avant son départ, le directeur général sortant de la FESECAM Bénin a présenté son bilan devant tous les invités. Un bilan élogieux réalisé de 2011 à 2021 avec un accroissement de 84%. Sur le plan de la gouvernance, il s'est également illustré en améliorant les conditions de vie et de travail de ses collaborateurs. En 2011, quand je prenais en main la destinée de la FESECAM, dans un contexte particulièrement difficile de redressement des caisses, j'avais souhaité vivement que notre réseau retrouve sa place de leader qui était la sienne dans un environnement marqué par la détérioration des normes prudentielles de gestion et une concurrence assez vive. En 30 ans de carrière à la FESECAM, j'ai eu du plaisir à travailler avec des hommes et des femmes engagés et très motivés. Victorin Kodjo-Kouédanou a également prodigué des conseils à son successeur pour sa nouvelle mission. Au nombre des défis à relever à la FESECAM Bénin, il y a la question de la monétique, la digitalisation des services et le renforcement de la réputation et de la crédibilité de l'institution, aussi bien au plan national que sous-régional. Et chers collègues, il ne sera pas facile et aisé de succéder à cet homme qui a conduit la locomotive de la microfinance au Bénin sans faille. Toutefois, je voudrais rassurer les acteurs de la FESECAM Bénin et même du secteur de la microfinance au Bénin et de la sous-région, le directeur Sif Vieira, que l'œuvre sera perpétuée, car votre serviteur est resté très attentif aux côtés de M. Kouédanou pendant ces 10 dernières années et a retenu la leçon. La cérémonie de passation de charge à la FESECAM Bénin a également servi de cadre à la célébration de l'anniversaire du directeur général sortant. Victorin Kodjo-Kouédanou souffle sa 60e bougie en compagnie de ses collaborateurs, une manière pour lui souhaiter une retraite apaisée. Voilà, un bel hommage, il faut le dire. Éducation et le maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, qui offre aux candidats au BEPC au baccalauréat du département du littoral justement 4 semaines de travaux dirigés gratuits. Objectif, renforcer le niveau de ces apprenants pour les prochains examens scolaires. Les TD sont organisés avec le concours des acteurs du secteur pour offrir les meilleures prestations aux candidats. Tout a commencé ce samedi matin, comme nous le disent ici, Ulrich Gaba et Elvis Donokwa. C'est une première à Cotonou. La mairie organise des travaux dirigés gratuits pour les candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Très tôt ce samedi 8 mai 2021, le maire Luc Atropo effectue une descente sur le terrain pour constater le démarrage effectif de cette opération qui vise à renforcer le niveau des candidats. La mairie accompagne le système éducatif béninois en mettant à notre disposition 4 semaines de séances de cours de renforcement pour tous les citoyens des classes de la ville de Cotonou, des classes de 3e et terminale. Ça fait environ 22 000 citoyens, c'est pas peu. On a toujours organisé les TD, mais on n'a jamais eu l'aide d'un maire. Je pense que c'est pour la première fois et il faut vraiment le remercier pour ça. Il y a non seulement les écoles publiques, mais aussi les écoles privées, sans oublier l'école des sourds, muets et des amblyopes. Pour le littoral, on a 25 sites où s'organise cette TD. Organisés avec les acteurs du secteur éducatif, ces travaux dirigés qui vont durer 4 semaines sont conduits par d'éminents professeurs rompus à la tâche
et placés sous la supervision des conseillers pédagogiques. Un tri rigoureux parmi les meilleurs professeurs du littoral. C'est des personnes expérimentées qui savent de quoi il s'agit, qui ont une bonne maîtrise des contenus et de la méthodologie, qui ont été sollicités dans le système pour faire l'accompagnement tel que souhaité par la mairie de Cotonou. Le but visé par l'autorité en organisant cette séquence de travaux dirigés pour les candidats est de permettre au littoral de rafler les meilleures places au BEPC et au baccalauréat 2021. Il faut que nous soyons à leur côté, que nous leur disons qu'ils ne sont pas seuls. Et nous avons eu le temps de leur dire. Nous leur avons dit que nous n'allons pas nous arrêter simplement à cette TD organisée. Je voudrais préciser que nous le ferons chaque année à partir de cette année. Nous souhaitons surtout que ce soit les résultats, que le littoral, comme de son habitude, soit au devant. Et nous espérons que ça va se faire comme ça. Que Dieu garde tous les candidats en bonne santé pour que ce jour-là, ils soient dans la plénitude de leur forme afin que nous puissions avoir d'eux les meilleurs résultats. Mais nous allons aussi, dans les semaines à venir après les résultats, primer les meilleurs. Mais en attendant les examens proprement dits, pour voir si les fruits tiendront la promesse des fleurs, les apprenants mesurent déjà toute la portée de l'attention dont ils bénéficient de la part de l'autorité municipale. Ils rassurent le maire et tout le comité d'organisation. C'est vraiment bénéfique pour nous et ça pourra nous donner plusieurs de bons résultats au bac 2021 et on veut aussi que les générations venues aussi puissent en bénéficier. On lui promet que cette année 2021 au bac et au BPC, on lui promet que le résultat sera bon et meilleur, on donnera le meilleur de nous-mêmes. À l'instar du CEG Saint-Rita, plusieurs autres établissements recevront la visite du maire Lucas Tropo, qui a également pris en compte dans ce programme de renforcement de connaissances les apprenants en situation de handicap. Une manière d'offrir des chances égales à tous les candidats du littoral. À l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de métiers agricoles de Djougou, les activités académiques démarrent dès la rentrée universitaire 2021-2022 au Bénin. Mais avant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une descente sur le site cette semaine pour constater le niveau d'avancement des travaux et des dispositions prises pour un bon déroulement des activités académiques. Et voici le compte rendu d'Alassane Arouna et Abdou Raouf Yakaya. Le ministre Éléonore Ladikan-Yahi sur le site de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel au métier de l'agriculture de Djougou. À la tête d'une forte délégation de son département et accompagné du maire de la ville, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est venu constater l'état d'avancement des travaux sur ce site qui va accueillir dès la rentrée prochaine une nouvelle génération d'étudiants. Après une brève présentation du dit centre, l'autorité ministérielle a visité les différents compartiments de cette entité universitaire. Nous sommes donc sur ce site parce que nous avons un centre universitaire d'enseignement professionnel et il est question de venir voir à quel niveau nous en sommes. On a vu les infrastructures qui sont vraiment très très bien faites. On a vu justement les sites qui vont constituer la ferme et nous avons avec monsieur le maire également apprécié l'implication des autorités locales et ça c'est une donne très importante. Les mobiliers, tout ça c'est là, le recrutement des personnels des UEP, ça va se faire également. Donc globalement, nous sommes venus trouver que le travail a bien avancé. Ce chantier, faut-il le rappeler, fait partie des réformes phares du gouvernement de la rupture dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, désormais orienté vers la professionnalisation de l'enseignement. Alors les bacheliers sont attendus. La différence aussi avec l'université, c'est que nous, on n'a pas de limite d'âge. Vous pouvez avoir fait autre chose après votre bac et décider de reprendre vos études si vous avez la motivation. Si vous êtes intéressé à devenir un exploitant agricole, parce que c'est ça en fait, l'agriculture c'est aussi un peu une vocation en même temps qu'un métier, alors c'est une formation qui est faite pour vous. Fermé au lendemain de l'avènement du gouvernement du nouveau départ qui a voulu doter le pays d'une nouvelle carte universitaire, l'Institut universitaire de Djougou renaît avec une nouvelle dynamique à la grande satisfaction du premier citoyen de la ville. C'est des impressions de joie parce que vous savez que l'Institut, dans sa forme ancienne, avait été
stoppé avec la redéfinition de la carte universitaire du Bénin. Nous avons pensé que la commune n'allait plus retrouver cela, mais vous constatez aujourd'hui avec la visite de Madame la ministre et de toute son équipe que c'est un bonheur qui se prépare pour la commune de Djougou. Et nous avons vu que le travail préliminaire est très avancé de façon méthodologique et nous pensons que vivement, très prochainement, il y aura la rentrée scolaire et ce que nous avons perdu en 1000 jours, nous allons le gagner en un seul jour. Parce que ce qui est en train d'être fait, vraiment j'ai été émerveillé, c'est méthodique, c'est une planification linéaire et c'est la technologie aussi qui sera au rendez-vous. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel au métier de l'agriculture de Djougou est désormais une réalité. L'ultime réglage à apporter reste la validation des tests institutionnels déjà en cours, après quoi le processus de recrutement de la première génération d'étudiants sera enclenché conformément aux vœux du chef de l'État qui tient à la professionnalisation de l'enseignement. Place maintenant à la sauvegarde de l'environnement et c'est avec les responsables de l'organisation non gouvernementale à Yeddoun. Ces derniers ont investi cette semaine les locaux du complexe scolaire de Segbeya à Cotonou pour sensibiliser les écoliers sur les comportements éco-citoyens à tenir pour la préservation de l'environnement. Compte rendu à Simokanya Siongo. L'ONG Ayeddoun a posé ses valises au complexe scolaire Segbeya le jeudi 6 mai dans le cadre d'une sensibilisation. Paul Berta Diakouta, présidente de l'ONG et son équipe, sont allés inculquer les notions de la protection de l'environnement aux écoliers qui sont désormais des ambassadeurs écolos. Dans l'implémentation du projet éducation environnementale et restauration des gestes de protection de l'environnement et de préservation. On est là pour participer à former des adultes de demain via les enfants d'aujourd'hui pour que les choses changent véritablement dans notre pays, dans notre environnement, dans notre espace, dans notre cadre de vie, justement. Avec l'appui du ministère du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national, je dis bien le Fonds national pour l'environnement et le climat, financier, on est en partenariat, mais on est plus outillé aujourd'hui parce que nos ressources ont été renforcées pour pouvoir mieux faire les choses. Le directeur du groupe C du complexe scolaire Segbeya a incité les enfants à adopter les comportements éco-citoyens pour que les objectifs visés par l'ONG Ayeddoun soient atteints. Êtes-vous prêts pour la mission qui vous attend? Oui, nous sommes prêts. Donc désormais, votre entourage sera propre. Les classes seront propres. Et désormais, les rues seront vos maisons. La cour sera votre maison. Et tout l'environnement sera votre domicile. Les enfants sont contents d'avoir participé à cette activité qui leur a été bénéfique. Désormais, ils sont des relais de l'ONG Ayeddoun dans leur contrée. Nous remercions aussi le Fonds national pour l'environnement et le climat pour tout ce que nous a apporté. À l'occasion, Paul Berta Diakouta a offert des kits de salubrité et de lave-bain au complexe scolaire. Soutenu par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et le Fonds national pour l'environnement et le climat, l'ONG Ayeddoun entend œuvrer durablement pour l'atteinte des objectifs de développement en matière de protection de l'écosystème. Voilà, un relève assuré donc dans la lutte contre la pollution environnementale. Allons maintenant dans l'univers de la religion musulmane pour parler de l'une des prescriptions des Saintes Écritures pour les fidèles musulmans, bien sûr, au cours du mois sacré du Ramadan. Il s'agit de la zakat et il y a une zakat qui est particulière, dénommée la zakat al-fitr. Et pour nous autres profanes, c'est l'aumône de la rupture particulière que les musulmans versent avant, bien sûr, la fin du Ramadan. C'est aussi
une aide, un soutien et surtout un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils profitent aussi de l'aide El-Fitr. Alors, question, qui peut verser la zakat Al-Fitr, à qui la verser et comment bien sûr cela se fait? Élément de réponse avec l'imam Muntala Raji Taro. Suivez. La zakat El-Fitr, c'est ça qu'on veut montrer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une aumône qu'on doit le faire dans la nourriture pour pouvoir aider les pauvres à mieux fêter le jour de la fête. Et ça encore, ça aide les musulmans à leur pardonner les petits péchés, les fautes qu'ils ont commis pendant et au cours du Ramadan. La zakat El-Fitr de 2 jours ou 1 jour avant la fête de Ramadan et même le jour de la fête, mais avant la prière ou non après la prière. Oui, c'est une obligation pour quiconque en a des moyens, mais celui qui n'a pas de moyens, Dieu lui a déchargé de ça. La zakat el-Fitr, c'est les musulmans qui n'ont pas de moyens, dont Dieu le Tout-Puissant veut qu'ils fêtent bien, dans la bonté. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mettez-les à l'aise, donnez-les pour qu'ils ne mendient d'abord avant de manger le jour de la fête, pour que vous serez tous ensemble dans la joie. On peut donner la zakat el-Fitr avec la nourriture que vous consommez dans votre pays. Donc que ça ne soit pas trop cher ni trop bas. C'est-à-dire, il y a le riz dedans, il y a l'haricot dedans, il y a le maïs dedans, il y a le mil dedans, même pourquoi pas gari, ainsi de suite, ce qu'on peut manger le jour de la fête, ce que les gens ont l'habitude de manger. Donc, pour faire le partage, c'est-à-dire, il y a les mesures données. Ça, là, maintenant, c'est quelque chose que, ça mesure là, une seule là, il faut 4 fois pour pouvoir trouver pour une seule personne. Supposons, on prend faire comme ça. Vous voyez? Donc, on met ça ici. C'est un ça. On prend encore, c'est 2. On prend encore, c'est 3. On prend encore maintenant, c'est 4. Donc, c'est-à-dire, 4 fois de ça, là, c'est pour une personne. Il n'y a pas la différence entre homme ni femme. Donc, femme, 4 fois, homme, 4 fois. Vous voyez, si l'homme n'a pas de ça, là, c'est pour lui montrer qu'une mesure de ça, là, ça vaut pour une personne. Vous voyez? Mais s'il a ça, là, c'est 4 mesures de ça, là, qui vaut pour une personne. Maintenant, on peut prendre celui qui n'a pas des 2 choses, là. Maintenant, il fait ces 2 mains comme ça. Il prend comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous voyez déjà? Donc, la contenu des 2 mains d'un homme majeur ou bien une femme majeure, donc ça fait déjà une pour une personne. Donc, c'est comme ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'était les caractéristiques de la zakat al-Fitr. Du social avec la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya qui fait don de vivres aux pensionnaires du centre hospitalier universitaire psychiatrique de Djako à Cotonou. Une action humanitaire faite hier vendredi pour aider justement ces personnes vulnérables à garder le sourire en ce mois sacré du Ramadan. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Eder Mpevi. Des vivres pour les pensionnaires du centre hospitalier universitaire psychiatrique de Djako à Cotonou. En ce mois sacré du Ramadan, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya renouvelle ses actions de partage et de communion avec les personnes vulnérables. Comme d'habitude, chaque année, à l'occasion de la fête du mois de Ramadan, nous partageons des vivres aux pauvres comme cadeau. Aux pauvres, aux prisonniers, aux malades et les orphelins. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes présents ici, au centre psychiatrique de Djako, pour apporter un petit sourire à nos frères qui sont malades
avec ces gestes symboliques. Le geste est fortement apprécié par les responsables du centre psychiatrique. Au nom du premier responsable et au nom des bénéficiaires, le surveillant réitère aux donateurs sa profonde gratitude. C'est un geste qui, selon lui, vient à point nommé pour conforter la santé des pensionnaires. C'est une très grande chose, parce qu'il n'y a pas que le médicament seul qui participe au traitement du patient. Le manger est une partie très importante pour l'être humain en général et en particulier et pour le patient, surtout par rapport aux variétés de médicaments qu'ils prennent, qui font qu'ils ont beaucoup faim et qu'ils mangent beaucoup. Donc nous vous remercions et déjà nous vous souhaitons une bonne fête de Ramadan qui va se célébrer d'ici là. La Jamaat islamique Ahmadiyya est bien connue au centre psychiatrique de Djako pour ses nombreux dons. Le présent geste s'inscrit donc dans la dynamique de multiples actions humanitaires pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des populations vulnérables. Coopération pour mettre un terme à cette session d'information et c'est pour évoquer cette convention d'amitié qui lie désormais la Fondation Benoît Zokli et l'Union sportive de Gasni. C'est un club de football français. La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu en début de semaine dans la commune de Khouyogbe. Là, nous sommes dans le département du Mono. Et le premier pas, c'est un don d'équipement sportif que le club français a fait aux élèves du collège d'enseignement général à Ouloumé. Reportage, Geoffroy Mentan et Florent Dou. En paraphant ces documents, Pierre d'Alcantara Zokli et Yohan Ovray donnent une existence légale à un partenariat naissant entre la Fondation Benoît Zokli et l'Union sportive de Gasni, un club de football français. La séance de signature de cette convention d'amitié s'est déroulée le mardi 4 mai à Doutou, dans la commune de Khouyagui. Il faut savoir que la Fondation Fan Benoît Zokli est une fondation créée pour rehausser, continuer de faire assurer la vision civilisatrice que notre père, notre oncle, notre patriarche, le tout premier infirmier, le tout premier conseiller territorial entre 1957 et 1960 et le tout premier député à l'Assemblée nationale de Sahwe entre 1960 et 1963. L'envie qui est ici, c'est de créer une passerelle entre mon club, Gani, la Fondation, Pierre, vous tous ici, et au fil du temps, du moins pendant les 3 prochaines années, faire en sorte que chaque année on puisse livrer un petit peu de matériel sportif ou éducatif. Et puis, je pense que c'est une première pierre à l'édifice. Et au fil du temps, avec les envies de chacun, je suis sûr que c'est quelque chose qui va continuer à grossir, à grandir. Pour marquer d'un cachet spécial le partenariat qui vient de naître, l'Union sportive de Gasni, à travers son président, a offert des maillots jaunes et noirs à des élèves du village voisin de Aouloumé. La cérémonie de remise de ce don de maillots a eu lieu dans la cour du collège d'enseignement général de la localité. Notre joie est immense et très immense ce jour parce que c'est une surprise agréable qui vient à point nommé. L'école, c'est important. Il faut que vous ayez bien ça en tête. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc en tout cas, moi je suis ravi avec l'Union sportive de Gani de pouvoir vous aider. Yohan Ovray est adjoint au maire en charge de l'événementiel à Vernon. Il est également vice-président à Seine-Normandie, agglomération. L'Union sportive de Gasni, dont il est le président depuis 3 ans, a été créée en 1957. L'histoire a commencé par une jeune, je dirais une dame, Sahwe, qui est adjointe au maire à Vernon. Elle s'appelle Léocadie Zokli. Son collègue Yohan Ovray, adjoint au maire aussi, mais surtout président de l'Union sportive de Gasni, a échangé avec elle sur son projet de voyager, de venir au Bénin. Alors elle a dit, mais tiens, pourquoi tu n'en profites pas pour voir les membres de ma famille? C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez les maillots jaunes et noirs.
La Fondation Benoît Zokli et l'Union sportive de Gazni se sont engagés à mettre les 3 années à venir du matériel sportif et du matériel éducatif à la disposition des jeunes de Royagbe, une commune du département du Mono. Le maire de cette commune a d'ailleurs reçu en audience les différentes parties. Voilà, c'est un exemple de coopération décentralisée. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous, et à demain.